Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur U2P TV. C'est le deuxième jour en direct du Salon des maires et des collectivités locales de Paris. Et vous le savez, nous vous accompagnons tous les jours avec des émissions, de débats, d'échanges pour vous donner toutes les clés d'un développement serein et éclairé. Et nous allons tout de suite parler des marchés alimentaires, un levier pour nos centres-villes, puisque évidemment ces entreprises participent tout particulièrement à la vitalité des centres-villes et des centres-bourgs. Et ils sont même, je dirais, une part de notre patrimoine, de notre rayonnement international aussi à l'étranger pour les millions de touristes qui viennent en France. Sauf que ces entreprises souffrent, elles ont beaucoup de difficultés sur le terrain et on va en parler tout de suite avec nos invités. Aurélie Decordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes primeur à Boulogne-Billancourt, c'est dans les Hauts-de-Seine, et administratrice chez Saveurs Commerce, qui est donc la Fédération nationale des commerces alimentaires spécialisés de proximité. Annick Paulez est également avec nous, bonjour. Bonjour. Présidente de la Fédération des fromagers de France, Cécile L, maire d'Avignon, bonjour. Bonjour. Ainsi que Christian Béraud, maire d'Arpajon, bonjour. Bonjour. Arpajon dans l'Essonne, également président de l'Observatoire français du commerce et de l'artisanat, centre-ville en mouvement. Aurélie Decordier, j'aimerais commencer avec vous. Pour comprendre un petit peu quels sont les principaux écueils aujourd'hui des entreprises non sédentaires. Qu'est-ce qui vous freine le plus ? Écoutez, ce qui nous freine le plus sur place, moi je suis au marché de Boulogne-Billancourt, sous la halle alimentaire, qui fonctionne très bien. On a nos métiers qui sont en évolution, notamment le mien. Moi je suis primeur depuis plus de 10 ans et on propose à notre clientèle une nouvelle façon de consommer. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que le métier évolue et aujourd'hui on a besoin de structures sous la halle de marché ou sous les marchés alimentaires. Notamment pour l'eau, par exemple pour ma part. On n'a pas forcément un point d'eau pour chaque corporation de métier. Donc voilà la grosse problématique que je pourrais évoquer sous le marché. Et on viendra effectivement à votre message pour les halles gourmandes dans un deuxième temps. Annick Paulez, quel est votre regard sur la situation du point de vue des fromagers sur les marchés ? Quelles sont les difficultés ? Alors les difficultés qu'on peut aborder seront pratiquement les mêmes que celles des primeurs, puisque nous avons besoin d'eau et d'électricité. L'électricité sur les marchés est là, effectivement, depuis quelques années. Étant sur les marchés, moi, il y a plus de 30 ans, nous n'avions pas ces possibilités-là. Donc effectivement, il y a eu une évolution de nos maires de pouvoir développer quelque chose de plus qualitatif. Mais effectivement, les points d'eau sont une problématique urgente, je pense, à l'heure actuelle, puisqu'on nous parle beaucoup d'hygiène. Et dans notre métier, notamment au niveau des crémiers fromagers, on a besoin de cette hygiène et besoin de la mettre en place. Mais est-ce qu'on peut parler aussi, par exemple, des difficultés de stationnement qu'il peut y avoir autour des marchés, d'une certaine désertification des consommateurs ? Est-ce qu'on peut aussi parler du prix ? Est-ce qu'on peut parler de l'animation des centres-villes aussi ? Ça, c'est des problématiques. Là, c'est la porte ouverte à une multitude de questionnements et un manque de réponse de ma part, puisque... effectivement, nous apprécierions, et de là tout l'alimentaire et le non-alimentaire compris, qu'on puisse pouvoir, mais ça serait utopique de s'installer correctement avec nos camions derrière nous, mais c'est pas forcément facile dans certaines structures. Nous aimerions pouvoir avoir une disponibilité de nos places avec une harmonisation dans nos marchés, qu'on n'ait pas que de l'alimentaire, mais aussi un mélange, et dans l'alimentaire, un choix pour que justement nos clients puissent pouvoir avoir une structure plutôt adaptée à ce qu'on pourrait dire une grande surface à l'heure actuelle, mais de plein vent. Oui, et c'est ce qui fait notre force. Il y a aussi une autre question, c'est dans un même marché, s'il y a 6 primeurs, 12 fromagers dans un même, et puis quelques autres, là il y a aussi une autre problématique. Alors justement, je me tourne vers le maire d'Arpajon. De quelle manière vous travaillez pour que les marchés finalement soient équilibrés, que chacun puisse y trouver son compte ? Bien, il existe des commissions paritaires dans lesquelles siègent les élus et les représentants de commerçants. Et bien évidemment, il faut gérer avec conscience les problématiques de concurrence.
et puis les placements sur les marchés Oui, eux-mêmes. l'emplacement, ça aussi, c'est un grand débat. C'est capital. Ouais. J'entends parler de logistique, je suis assez curieux d'entendre cela parce que les problématiques de logistique, ça fait un moment qu'on en parle. Les problématiques d'hygiène et de sécurité sur les marchés sont à l'ordre du jour depuis les années 2000 et bon nombre de marchés ont été mis aux normes. Et donc, je prends l'exemple du marché d'Arpajon. Bien sûr, les points d'eau sont existants, les points électriques sont existants. Et bien sûr, tout commerce alimentaire peut disposer de ces points d'alimentation. Et c'est évidemment capital pour que les commerçants puissent exercer leur métier correctement. Cécile, elle, à Avignon, je sais que vous développez beaucoup vos marchés, vous êtes beaucoup battus pour développer vos marchés, vos halles gourmandes. De quelle manière vous avez travaillé sur ces sujets-là ? Donc nous, effectivement, on a créé un marché en centre-ville qui n'existait pas parce qu'on a pensé que ça faisait partie aussi de l'animation et du travail sur l'attractivité du centre-ville. Paradoxalement, on n'avait pas ce qu'on appelle les marchés de Provence qui sont pourtant aussi très associés aux villes du Sud. Et donc moi, je trouvais que c'était un anachronisme fort. Mais c'est pas si simple que ça de créer un marché, pour le coup. Justement, alors, il y a tous les enjeux ouais. que vous venez d'évoquer. La diversification, la qualité aussi de ceux et celles qui vont être présents sur vos marchés. Nous, aujourd'hui, on est content parce que ce marché, il a 4 ans. Et par exemple, en été, il y a presque 80 marchands et commerçants qui viennent sur le samedi matin. Et on voit que les gens prennent plaisir vraiment à être là et ils font leurs courses surtout parce qu'il y a aussi cette dimension bien sûr plaisir mais il y a la dimension achat. Donc je dirais une expérience vraiment positive mais qui demande une implication très forte de la part des maires et aussi de leurs services effectivement. Mais justement, expliquez-nous de quelle manière vous avez peut-être concerté les commerçants de votre localité, comment vous avez parlé, comment vous avez choisi telle rue et pas une autre, tel nombre de primeurs, tel nombre de fromagers, tel nombre de bouchers. Comment vous avez travaillé ça ? Nous, on est en partenariat avec les organisations professionnelles de forains et métiers de bouche, qui nous ont beaucoup accompagnés et avec lesquels on travaille à l'année parce qu'à l'échelle d'une ville comme Avignon, on a quand même 15 marchés hebdomadaires. Parce que pour moi, ils ont un rôle aussi d'animation dans les quartiers, dans les différents quartiers, notamment quand le commerce traditionnel de bouche a tendance à désertifier en fait ces quartiers. Et ben la solution du marché hebdomadaire pour les habitants, c'est une vraie solution pour remplir son panier. Donc moi, je crois beaucoup à ces marchés hebdomadaires. On les soutient vraiment beaucoup. Il faut aussi les animer, en créant des événements spécifiques sur certaines semaines, quand c'est le début du printemps, quand c'est l'hiver. Et ils jouent un rôle aussi social, parce que souvent vous avez un rapport qualité-prix qui est assez impressionnant, et y compris en lien avec le vieillissement de la population dans nos centres-villes et dans nos quartiers. C'est souvent aussi un moment où, par exemple, nos seniors vont prendre plaisir chaque jeudi ou chaque mardi à aller sur le marché, et pour eux, ça va être aussi un moment de sociabilisation qui est essentiel pour nos territoires. Aurélie Decordier, je vous donne donc la parole comme prévu sur les halles gourmandes parce que vous avez peut-être pas un coup de gueule, on va peut-être pas le dire comme ça, mais vous avez un point d'attention sur ce sujet-là, une mauvaise expérience à nous raconter. Oui, absolument. Alors déjà, moi je reviens juste sur la concurrence. Moi à Boulogne-Billancourt, on est 18 primeurs. Donc en fait, la concurrence, c'est aussi le moteur et c'est grâce à la concurrence qu'on va faire venir les clients. Et c'est quand même énorme, 18 primeurs. C'est énorme, mais on travaille très bien. Quel est le sens en réalité de mettre 18 primeurs ? Aucun. Quel est l'argument pour dire on vous en met 18 ? Eh ben, moi en fait, je suis arrivée sur ce marché il y a presque 7 ans. Il y avait 20 primeurs. Donc après, il y a des primeurs qui ont pris leur retraite, qui sont partis. Mais nous sommes toujours 18. Mais n'empêche qu'en étant 18 primeurs, on est la concentration où on va vendre le plus de fruits et légumes sur Boulogne-Billancourt. Donc en fait, c'est une force, la concurrence. Il faut le voir comme ça. À un moment de ma vie, c'est vrai que j'ai saisi l'opportunité de rejoindre une halle gourmande privée qui a une stratégie d'approche bien particulière. Donc on a eu envie d'investir avec mon conjoint dans ces nouvelles halles, justement où on proposait l'eau, on proposait la chaleur, la chambre froide à côté, tout le confort que nous ne connaissons pas. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, c'est un marché très difficile. Un travail très difficile au niveau de la manutention, etc. Et on est arrivé sous ces halles gourmandes, on nous a fait du charme. Sauf qu'arrivé sur place, attention, la descente aux enfers, les 2 premiers mois excellents, on a fait un chiffre d'affaires incroyable, on a embauché des gens.
Et puis 2 mois plus tard, c'est le soufflet, tout redescend et on se retrouve seul sur cet échec. Heureusement, Saveurs Commerce, justement, dont je suis membre, nous a fortement aidés pour nous protéger. Mais alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, ce qui s'est passé, vous voyez, même aujourd'hui, en fait, j'en tremble parce qu'on a été tous traumatisés. C'est horrible, c'est qu'on avait un meilleur ouvrier de France fromager, on avait un poissonnier, on avait un boulanger, un charcutier, que des grands noms, que des commerçants de qualité, je tiens à le dire, parce qu'ils sont venus nous chercher parce que nous étions des commerçants de qualité. C'était l'effet waouh, on est venu nous chercher. Sauf que le poissonnier, 1 mois plus tard, il s'est écroulé, il a déposé le bilan. Le boucher, 2 mois plus tard, il a fait une tentative de suicide, il a tout perdu. Il a perdu femme, enfant, travail, il a perdu son entreprise. Et en fait, moi, je me suis dit, mais je me retrouve dans un milieu où en fait, je ne me reconnais pas. Et les artisans, les commerçants de quartier, c'est pas ça, pas du tout. Donc, je tiens vraiment à alerter les municipalités, c'est mon but aujourd'hui. Attention, c'est parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui se cache derrière. Quand on vient vous approcher et vous charmer, le convivial, le bien vivre, chez nous, ça va être super, il va y avoir des super animations. Mais c'est complètement faux, en fait. Mais encore plus concrètement, c'est dû à quoi cette situation? Des charges trop lourdes? Un management toxique? Alors, la première chose, c'est que ce sont des gens qui n'ont aucune expérience du terrain. Aucune. Ce sont des financiers qui viennent vous chercher. Et il y a une très très mauvaise gestion, vraiment une très mauvaise gestion. Donc on parlait de parking, on nous avait promis des places de parking gratuites pour nos clients. Finalement, il n'y avait rien. Les clients devaient payer leur stationnement pour venir faire leurs courses. Donc en fait, vous êtes à Issy-les-Moulineaux dans cette halle gourmande. Vous avez Boulogne-Billancourt, justement, vous avez un marché d'enfer où on vous propose une concurrence, où tout est gratuit. Bah, les gens se sont retournés dans les marchés où ça fonctionne, quoi. Avec des élus qui concentrent... Moi, je pense que les élus sont vraiment acteurs. Il faut garder un droit de regard. Même si les halles gourmandes peuvent être alléchantes, il faut toujours garder un droit de regard. Alors, Annick Polaise, est-ce que ça vous parle, cette mauvaise expérience par rapport peut-être à certaines de fromagers que vous accompagnez? Oui, complètement. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu le même cas de figure où il y avait, en plus de loyer fort, une demande de pourcentage sur notre chiffre d'affaires. Et nous ne sommes elle pas est légale, cette demande? Elle est contractuelle? Alors, je ne sais pas. J'avoue que je ne peux pas vous répondre sur cette question. D'autres personnes autour de la table pourront peut-être le faire, je ne sais pas. Peut-être, monsieur le maire? Juste, les halles gourmandes, on les a vues se développer de façon importante depuis quelques années. Mais c'est plutôt de la consommation plaisir que de la consommation alimentaire classique. Et évidemment, les délégataires de ces halles gourmandes mettent en place des contrats. Et en effet, la prise de participation sur le chiffre d'affaires est contractuelle. Si elle est signée, il n'y a pas de souci particulier. Ceci dit, dans ces halles gourmandes, on attire un certain type de clientèle qu'on n'a pas sur l'ensemble des marchés. Et il faut se méfier, et j'entends souvent parler la présidente de la Fédération des marchés de France, il faut vraiment se méfier de ce développement qui a pour conséquence bien souvent de vider les marchés traditionnels. Alors, pas les vider en nombre, mais les vider en capacité d'achat. Et donc, c'est une grosse difficulté aujourd'hui. Moi, je ne suis pas contre ces halles gourmandes, mais il faut qu'elles soient vraiment surveillées de près. Et de toute façon, il faut dire qu'une halle gourmande ne s'installe pas contre l'avis d'une collectivité. Donc la collectivité a son mot à dire sur l'installation, elle a son mot à dire aussi sur les contrats et sur les tarifs pratiqués. Cécile L, sur ce sujet. Nous, à Avignon, on a des halles. Alors, on ne les appelle pas gourmandes parce que c'est les halles traditionnelles qui ont été créées dans les années 70. Alors, j'ai expliqué que, par exemple, aujourd'hui, on a un vrai enjeu en fait, de requalification, pour le coup, bâtimentaire. En fait. À la fois sur la partie technique qui est mise à disposition, c'est des halles où il y a aujourd'hui 38 commerçants, de bouche essentiellement, avec 4 qui disposent de terrasses parce qu'il y a quand même 4 lieux de convivialité, on va dire, et où on peut partager ce qu'on vient d'acheter chez le fromager, chez le primeur, autour d'un verre. Mais ce qu'il faut savoir aussi, voilà, parce que nous on a été approchés par ce groupe évidemment, parce que quand je fais le compte, si je veux réinterpréter à la fois la partie technique qu'il faut que je modernise et ce que je sécurise, y compris d'un point de vue sanitaire, parce qu'on est vraiment
et que je réinterprète complètement la partie commerciale, parce qu'une partie commerciale qui a été pensée dans les années 70, aujourd'hui ça ne correspond plus à ce qu'attend la clientèle en termes d'expérience quand elle vient dans des halles. Il va falloir que je débourse un budget entre 15 et 20 millions d'euros, parce qu'on est allé sur des études de programmation voilà, et pour nous, c'est l'enjeu à venir. Voilà, la future municipalité, il faudra vraiment qu'elle prenne à bras le corps ce projet. Mais comme on a des halles qui sont vraiment situées au cœur du centre-ville d'Avignon, ça peut être aussi un moteur à nouveau pour renforcer l'attractivité, notamment commerciale, refaire venir aussi. En plus, nous, on a une solution de parking qui est directement située au-dessus des halles. Donc en fait, il y a une vraie synergie. Pour le coup, la problématique du stationnement qui est parfois évoquée, là, ne se pose pas dans cet exemple précis. Pour conclure, un dernier tour de table pour répondre à la question que nous nous sommes posée en début de table ronde. Comment pérenniser les marchés et assurer leur performance? En quelques mots. Moi, je dis toujours, les marchés, c'est la vie. En fait, c'est ensemble qu'on va continuer ce lien incroyable, collectivité, commerçants, clients, parce qu'on est le lien social de nos clients et les marchés, c'est la vie. Il faut continuer dans ce sens. Annick Polaise. Je pense qu'on doit être d'accord avec nos maires dans chaque municipalité, qu'on puisse travailler ensemble. J'ai entendu qu'il y avait des commissions dans les mairies. Nous avons aussi au niveau des fédérations des commissions spécialisées sur les marchés, et je reste plutôt sur les marchés de plein vent, puisque les halles, ça reste encore quelque chose de minime pour l'instant. Et effectivement, il faut faire attention à l'évolution de ces halles. Mais pour rester sur les marchés de plein vent, il y a des commissions qui sont là, qui existent et qui ont peut-être besoin de plus se rapprocher entre elles afin de mieux évaluer nos besoins. On n'a pas parlé des déchets, mais ça a été une grosse problématique. Donc ça a soulagé les maires, certes, mais ça a obligé de revoir chaque métier. Alors le crémier va peut-être moins se sentir obligé, parce que sous des formes d'hygiène particulières, on n'a pas besoin d'avoir énormément de déchets en fin de marché, mais chez les primeurs, c'est quelque chose d'important, chez les poissonniers, c'est quelque chose d'important. Donc peut-être revoir un petit peu plus et parler entre nous, de voir exactement ce qui peut être fait avec des bennes, et pas nous demander de reprendre notre matériel et nos déchets, alors qu'on doit avoir une partie propre et ne pas avoir de croisement. Donc ça, c'est compliqué dans notre travail. Tout est possible, hein. Je ne dis pas que rien n'est impossible, attention, mais je pense qu'on manque de dialogue entre nous. Christian Béraud, pour conclure. Moi, je pense que pour pérenniser un marché, il faut qu'il y ait vraiment un contact très étroit entre les commerçants et les collectivités. C'est essentiel. C'est essentiel pour travailler sur la fréquentation, qu'il faut surveiller vraiment très étroitement. C'est essentiel pour travailler sur le bon rapport qualité-prix et l'attente de nos clientèles. C'est essentiel pour le faire évoluer, parce qu'aujourd'hui, les modes de consommation évoluent de façon importante. Alors on a parlé d'animation, il faut animer les marchés, mais il faut se souvenir quand même qu'un marché, c'est une activité économique, et que cette activité économique, elle doit fonctionner. On peut animer, on peut s'amuser, mais derrière, il y a une activité économique, il y a des hommes, des femmes, des commerçants qui sont là aussi pour gagner leur vie. Et donc, il est essentiel que les mairies aient ça en tête et qu'elles puissent travailler sur la pérennisation. Et pérennisation, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour du marché. Je pense à Arpajon, où on a un écosystème des commerçants sédentaires et des commerçants forains, et il est essentiel que ça travaille ensemble. Et nous, on a 2 marchés, un le vendredi, un le dimanche. C'est pas du tout les mêmes types de clientèle, mais il faut s'adapter à cette clientèle et répondre correctement à leurs attentes. Cécile L, pour conclure en quelques mots. Du coup, moi, je pense qu'il faut... sur les marchés, la dimension humaine, elle compte aussi beaucoup. C'est-à-dire que quand vous allez sur un marché, vous avez aussi le conseil qui vous est apporté, que vous ne retrouvez pas forcément quand vous allez faire vos courses dans un supermarché ou un hypermarché. Donc moi, je crois beaucoup aux marchés. Enfin, on les a vraiment défendus sur Avignon, y compris en créant un en centre-ville. Parce que je pense que y a un retour aussi potentiel du client vers les marchés hebdomadaires et de plein vent. Et après, par contre, ceux aussi auxquels il faut convaincre que c'est un rapport gagnant-gagnant, tout le monde gagne en fait à avoir arrivé à un marché en centre-ville, c'est les commerçants sédentaires.
qui pour le coup parfois sont un peu plus réticents à voir arriver un marché en centre-ville, en tout cas qui peuvent le percevoir comme une concurrence. En tout cas nous à Avignon on a été un peu confrontés à ça, et donc là aussi il y a tout un dialogue à avoir pour leur démontrer que non, quand il y a du monde, de toute façon le monde ensuite il va aller consommer dans toute l'offre qui lui sera proposée, quoi, à partir du moment où elle est de qualité. Exactement. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été sur le plateau d'U2P TV. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'apprentissage. À tout de suite.